Retour au calme à l'hôtel de ville de Ouagadougou. Le maire Armand Bewende, les frondeurs ont trouvé la formule du consensus. La première session extraordinaire a finalement eu lieu ce vendredi après la chaude ambiance d'hier. La crise de l'éducation et ce nouvel appel de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, interpellent le pouvoir MPP et alliés sur la gravité de la situation et sur la responsabilité de l'exécutif. À l'université Ouaga 2, lancement de travaux de construction d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques et d'une cité universitaire, des travaux financés en partie par la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Les choses se précisent sur le site de l'université Ouaga 2. Progressivement, le visage change. Le président du Faso a procédé ce matin au lancement des travaux de construction d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques et d'une cité universitaire. Coût du projet, environ 12 milliards de francs CFA financés par la Banque arabe pour le développement économique et de l'Afrique et le fonds de l'OPEP pour le développement des infrastructures qui vont désengorger l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Alfred Thuy. Le temps d'une matinée, le président du Faso désigné chef maçon, Rochma Christian Kabouré, donne ici les premiers coups de trouelle. Les travaux de construction d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques et d'une cité universitaire sur le site de l'université Ouaga 2 peuvent enfin commencer. La réalisation de ces infrastructures va permettre de désengorger l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. L'université, c'est une construction permanente, une extension permanente. Je dois pouvoir dire qu'au niveau de cette université où il y aura la construction de l'UFR, de sciences et techniques, ce sera un événement important également pour les étudiants. Et comme vous l'avez constaté, l'idée c'est de désengorger l'université Kizerbo. Alors, donc, vous avez entendu également de la part du président de l'université les questions préalables qu'il nous faut lever pour permettre ce désengorgement-là. Et je voudrais le rassurer qu'une fois que nous déposerons le rapport, nous prendrons les dispositions pour que cela soit effectivement mis en effet. La cérémonie de lancement des travaux est intervenue ce 19 janvier. Partenaires techniques et financiers et autorités en charge des enseignements supérieurs nourrissent l'espoir de voir les infrastructures se réaliser dans les meilleurs délais. Le financement de ce grand projet est assuré par le fonds de l'OPEP pour le développement international et la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Permettez-moi d'adresser des remerciements du gouvernement à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, et particulièrement aux autorités de la BADEA et de l'OFID, dont l'engagement et la diligence permettent aujourd'hui le lancement de ces travaux. La BADEA et les autres institutions du groupe de coordination se tiendront toujours à vos côtés pour apporter leur modeste contribution à vos efforts impressionnants pour le bien-être des populations de votre pays. Compte tenu de l'importance que revêt ce projet, permettez-moi d'exprimer mon souhait que les autorités compétentes puissent, comme d'habitude, prendre toutes les dispositions requises pour garantir sa bonne exécution dans les délais impartis, de telle sorte que les objectifs qui lui sont fixés soient atteints. La réalisation des infrastructures va coûter à la BADEA et au Fonds de l'OPEP pour le développement international environ 12 milliards de francs CFA. Un projet de ce type va être réalisé à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Le montant de l'accord s'élève à environ 19 milliards de francs CFA. L'université Norbert Zongo de Koudougou, les travaux seront lancés demain. La BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, qui finance également en partie le projet Ziga 2. Il s'agit du réseau de distribution d'eau potable dans la ville de Ouagadougou, 5 milliards de francs CFA. C'est ce que met la BADEA dans ce projet. La banque finance aussi les travaux de construction du centre hospitalier et régional de Zignaré. Ce vendredi, son directeur général est allé constater l'état d'avancement des travaux sur ces différents chantiers. Images et commentaires, c'est signé Roméo Koïta. Après la pose de la première pierre en 2011, les travaux de construction du centre hospitalier régional de Zignaré ont véritablement démarré en janvier 2017. La BADEA, la Banque africaine pour le développement économique de l'Afrique,
Un des bailleurs de fonds du projet est allé sur le site pour constater l'état d'avancement des travaux qui se situe à ce jour autour de 70%. C'est-à-dire le gros œuvre est quasiment achevé et donc les équipements aussi ont été commandés. Il y a près de 40 conteneurs qui sont aujourd'hui en douane, qui vont sortir bientôt. Et donc nous pensons que d'ici là, le retard que nous avons absorbé ne sera pas rattrapé bien sûr, mais en tout cas, on pourra mettre l'infrastructure à la disposition des populations, Inch'Allah, d'ici le milieu de l'année ou en tout cas le 3e trimestre 2018. Et pour ce retard, ce sont les entreprises qui sont mises en cause. Ce retard, c'est l'inorganisation des entreprises premièrement. Ce retard, c'est également le fait que les entreprises n'anticipent pas dans les différentes commandes qu'elles doivent placer à l'extérieur. Donc c'est ça qui explique essentiellement ce retard-là. Le délai de prolongation accordé aux entreprises court jusqu'en septembre 2018. Passé cette échéance, les retardataires seront sanctionnés. Nous allons appliquer les pénalités. Voilà, c'est ce que nous avons décidé. Nous allons appliquer les pénalités parce qu'on ne peut pas continuer à accuser ceci ou cela. Il faut que les entrepreneurs prennent leurs dispositions pour que les travaux soient achevés en septembre comme cela a été promis. Pour un suivi rigoureux, la BADEA a décidé d'envoyer un expert permanent pour la supervision des travaux. Bâti sur une superficie de 50 hectares, le centre hospitalier régional de Zignaré comporte 2 lots composés entre autres d'une maternité, d'une pédiatrie, de laboratoire et d'un service de chirurgie. Le coût global du CHR est de 9 milliards de francs CFA. Un peu plus tôt, le directeur de la BADEA et les ministres en charge de l'eau et de l'économie étaient sur le site du barrage de Ziga 2. L'objectif était aussi de constater l'état d'avancement des travaux financés par cette institution bancaire. Il s'agit de la construction du réseau de distribution d'eau dans la ville de Ouagadougou. Un projet financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA. 600 km donc de réseau de distribution. Et c'est particulièrement cette partie qui est financée par la BADEA. Donc la BADEA a été rassurée que son financement sera bientôt mis en œuvre pour la distribution de l'eau à Ouagadougou. Les infrastructures entrant dans le cadre de la distribution de l'eau sont déjà disponibles selon le ministre qui affirme que les travaux de construction du réseau devraient bientôt débuter. À ce jour, les travaux de production d'eau sont terminés. La capacité de production de Ziga 2 est de 7500 m3/h. Une capacité suffisante pour alimenter la ville de Ouagadougou en eau potable selon Ambroise Nyuga. Le gouvernement propose d'échelonner le paiement de 20% d'augmentation de salaire sur 3 ans. Les syndicats de la santé veulent que cela se passe en 2 ans. C'est là le blocage dans les négociations gouvernement-syndicats de la santé. Du reste, les choses avancent bien et visiblement, on n'est pas loin du bout du tunnel. Arsène Konditamde. Au fil des rencontres, les positions se rapprochent, mais les deux parties ne s'accordent pas sur le sexe des anges. Le gouvernement a accepté l'ensemble des propositions financières formulées par les syndicats de la santé. Propositions dont l'un des points saillants est l'augmentation de 20% des salaires des travailleurs et aussi la hausse des indemnités. Le point d'achoppement, les modalités de paiement de l'incidence financière de l'opérationnalisation de la fonction publique hospitalière. Les syndicats proposent que cela se fasse sur 2 ans et le gouvernement préfère un échelonnement sur 3 ans. Les syndicats sont revenus ce soir faire une contre-proposition qui n'était pas dans la ligne de ce que le gouvernement avait proposé. Donc nous sommes donné le temps de vérifier la soutenabilité des nouvelles propositions faites par les syndicats et le gouvernement reviendra pour livrer le résultat. Est-ce possible? Est-ce impossible? Nous n'en savons rien à ce stade. Pour les syndicats, ils sont prêts à faire des concessions pour qu'enfin la fonction publique hospitalière soit opérationnelle, mais avant, il faut consulter la base. On s'est donné rendez-vous. Chacun va aller consulter sa base encore à nouveau pour voir quelles concessions nous pourrions faire. Et le gouvernement aussi va aller calculer. Et nous pensons que la prochaine rencontre va être la bonne parce que nous pensons véritablement que le gouvernement fera des efforts. Et les syndicats également ont fait des efforts. Et ensemble, nous allons pouvoir se rejoindre pour que cette fonction publique hospitalière, qui au-delà des aspects de rétribution, est une réforme majeure pour notre système de santé. Pour l'instant, aucune date n'a été fixée pour la prochaine négociation entre gouvernement et syndicats de la santé. Le gouvernement doit encore procéder à des calculs
pour voir la soutenabilité de cette nouvelle donne. Le dialogue et le consensus qui ont eu raison de la tension et de la violence à la mairie de Ouagadougou, c'était chaud hier. Ce vendredi, le calme est de retour. La session extraordinaire a eu lieu. Le maire Armand Bewende et les conseillers de l'opposition se sont entendus. Les textes querellés portant sur les passations de marché ont été retirés de l'ordre du jour. Alix Carole Kabore. Dans l'enceinte de la mairie centrale ce 19 janvier 2018, pour assurer la tenue d'une session qui fait des gorges chaudes. À l'entrée, les fouilles sont systématiques et minutieuses pour avoir accès à la salle de délibération. Aucun incident signalé, comme c'était le cas hier. Dès l'entame de la session, le maire Armand Bewende présente ses excuses à la population burkinabé pour le spectacle désolant de la veille. Après l'adoption de l'ordre du jour, la session est suspendue pour une concertation entre les groupes municipaux. À la reprise, les 3 points de la pomme de discorde sont purement et simplement retirés. Au regard des rapports des différents groupes municipaux, des comptes rendus qui ont été faits, qui se sont concertés, l'ordre du jour est amendé comme suit. Le point 8 est retiré de l'ordre du jour et sera rediscuté en commission. Le point 9 devient le point 8. Le point 10 devient le point 9. Le point 11 est ajourné. Le point 12 également. Et le point 13 devient le point 10. Donc l'ordre du jour ainsi amendé est adopté. Je vous remercie. Pour l'opposition, ce retrait est une victoire des Ouagavillois. Nous pensons que déjà c'est un grand pas que nous avons obtenu aujourd'hui et on espère qu'au-delà de ce qui se dira aujourd'hui au cours de la session, que le climat va redescendre, que les gens s'asseront autour de la table et je pense que ça aurait dû être la première étape même dans ce processus-là, que nous puissions comprendre ensemble, que nous déversions nos arguments à l'avance avant que peut-être ce genre de projet-là ne soit passé. Une victoire plutôt de la bonne raison qu'une victoire de l'opposition. L'opposition n'est pas là pour se revendiquer des victoires, l'opposition est là pour veiller au grain pour les intérêts de la population. Et si vous voulez considérer ça comme une victoire, c'est la victoire des Ouagavillois. Nous allons organiser au niveau des conseillers une série d'ateliers qui va permettre de mieux expliquer et de mieux communiquer autour des délibérations qui sont proposées. Parce que, à regarder de près, c'est plus de l'incompréhension que de l'opposition. Et quand on veut aller de l'avant, il faut savoir reculer. Dans l'ensemble, plus de peur que de mal ce vendredi. Le dialogue a prévalu, le consensus a été trouvé, l'essentiel sauvé. La première session extraordinaire de l'année 2018 a finalement eu lieu dans une ambiance bon enfant. Voilà, à l'Union pour le progrès et le changement UPC, la crise de l'éducation ne cesse de susciter des réactions. À l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux, le président Zéphirin Diabré est revenu sur le sujet. Il interpelle une fois encore le gouvernement sur ses responsabilités. Au Parti du Lion 2018, c'est l'année de la réorganisation intégrale des structures du parti. Safiatou Balima, Mireille Donio. Une année 2018 qui s'ouvre avec une adhésion majeure à l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Le Samandé Naba, 12e ministre du Moro Naba Bango, a choisi le Parti du Lion pour son combat politique. De quoi sourire dans un parti qui a vécu une fronde en 2017. 13 de ses députés ont claqué la porte de son groupe parlementaire. Celui qui se rend compte qu'il s'est trompé et qui souhaite revenir à la maison peut revenir à tout moment à la maison, il sera accueilli en frère. Mais celui qui estime en bonne conscience que son intérêt personnel, parce que c'est ça qu'il poursuit, se situe ailleurs, alors qu'il prenne son courage à deux mains
qu'il démissionne et arrête poursuivre son engagement là où bon lui semble. Au lieu de s'accrocher à l'UPC et d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Sur la situation nationale, 2018 commence avec une crise aiguë à l'éducation nationale. L'UPC condamne les actes de violence et appelle le pouvoir MPP et ses alliés à trouver la réponse à cette crise du système éducatif. Un seul point attire mon attention, c'est l'allure prise par la crise que vit ces jours-ci notre système éducatif. Cela nous interpelle tous. Plus grave sont les violences auxquelles nous avons assisté ces derniers jours. Ces violences sont inacceptables. Notre parti les condamne fermement d'où qu'elles viennent. Il réitère son appel au dialogue et à la concertation et invite les partis à la retenue. Mais dans cette affaire, c'est à notre gouvernement de trouver le ton et la voie juste pour faire retourner les enseignants et les élèves à l'école. C'est la énième fois que l'UPC lève la voix pour lui lancer cet appel. 2018, année du défi organisationnel à l'UPC, renouvellement intégral des structures du parti, organisation du deuxième congrès ordinaire prévu pour le mois de juin. Des femmes de toutes les 45 provinces du Burkina Faso réunies à Ouagadougou, toutes décidées à engranger des victoires en 2018 dans la lutte contre les violations des droits de la fille et pour la promotion socio-économique des femmes. Un panel qui se tient en prélude à la cérémonie de présentation de vœux à l'épouse du chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Les détails avec Mireille Douaniou. Les femmes de toutes les entités du Burkina Faso représentées dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Elles ont un défi commun, la victoire contre le mariage forcé des filles. Une lutte qui peut et doit contribuer à la protection des droits de la fille et à la promotion socio-économique des femmes. Il s'agit pour nous de les outiller également pour qu'elles puissent être des relais sur le terrain de la lutte contre le mariage d'enfants. Madame le ministre, tout à l'heure, vous a expliqué en long et en large les enjeux qui sont liés à cette lutte. Et donc, c'est aussi bien pour nous qu'ensemble, avec toutes les représentantes de nos 45 provinces réunies ici, que nous puissions, comme je l'ai dit tout à l'heure, échanger et partager avec elles pour que non seulement elles puissent également à leur tour relayer l'information, être des championnes locales de la lutte contre les mariages d'enfants, mais également veiller à donner toutes leurs chances à toutes les jeunes filles du Burkina Faso. Déscolarisation, risque élevé de contraction de fistules, les conséquences sont alarmantes. Au ministère en charge de la femme, on met l'accent sur la promotion de l'élimination du mariage forcé des enfants. Nous avons souscrit à des textes internationaux, dont par exemple le Code la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants. À l'interne, nous avons le Code des personnes et de la famille. Et tous ces textes-là, normalement, devaient permettre de protéger les enfants. Mais malheureusement, il se trouve que même à l'interne, notre propre code avait une faiblesse dans ce domaine, parce que le code, et selon notre code, heureusement qu'il est en révision d'ailleurs, la jeune fille pouvait être mariée à l'âge de 17 ans. Et qui dit 17 ans, c'est dire qu'elle n'a pas atteint la majorité, donc elle est toujours enfant. Mais cela est en train d'être corrigé par la relecture de ce texte juridique interne-là. Le mariage forcé des enfants est une réalité qui touche les garçons et beaucoup plus les filles. Selon le rapport de l'étude Pays Sigui publié en 2018, plus de 44% des femmes mariées l'ont été avant 18 ans, contre 3% pour les hommes. La lutte contre la corruption et les structures qui se multiplient, un comité anticorruption vient de voir le jour au ministère de la Justice. Ce n'est pas une structure de trop, a indiqué le ministre René Bagoro. Un comité composé de 14 membres. Alix Carole Kaboré. Ils sont 14 hommes et femmes issus du corps judiciaire, administratif et structures syndicales à être installés en qualité de membres du comité anticorruption, justice et droits humains ce 17 janvier 2018. Objectif,
endiguer les pratiques antidéontologiques qui sont contraires à l'éthique au sein du département de la justice. Selon les résultats de l'enquête du sondage 2016 du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, la justice est classée 6e selon le degré de corruption perçu par les enquêtés et le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique occupe le 3e rang du classement des entités les plus vulnérables aux pratiques corruptrices. Et ce nouveau comité national entend changer la situation par la prévention. Alors, les missions, comme je l'ai indiqué, ce sont des missions justement de prévention et de détection du phénomène de la corruption au sein donc, du ministère de la Justice. Il nous est demandé particulièrement donc, de jouer sur les dysfonctionnements. Vous savez, généralement, ce qui entretient, en tout cas la pratique de la corruption, c'est justement le fait que soit les procédures sont complexes et longues, ou bien justement, pour obtenir un acte, il y a tellement de dysfonctionnements qu'on est amené, on est enclin à faire des... Moralité, probité et bonne renommée. Tels sont les critères de sélection des membres de ce comité national par les structures qu'ils représentent. Et pour le ministre en charge de la Justice, René Bagoro, ce comité n'est pas une structure de trou. C'est vrai que vous allez me dire, mais nous avons le Conseil supérieur de la magistrature, nous avons l'inspection technique du service judiciaire, mais ce travail va se faire en collaboration avec toutes ces structures. Parce que il s'agit, quand vous prenez l'inspection des services, il s'agit des agents qu'on nomme là-bas. Mais ici, vous avez la présidente des structures syndicales, vous avez d'autres personnes, et pensons que ça va nous permettre, surtout pour un ministère sensible comme le nôtre, parce que les syndicats étant présents, les responsables des juridictions étant présents, ça va aller du ministère au niveau central jusqu'au niveau des juridictions pour nous permettre, en tout cas, de prendre les mesures qui s'imposent pour endiguer ces phénomènes-là, afin de faire en sorte que le justiciable puisse retrouver sa confiance en notre justice. Justement, notre objectif, c'est de faire en sorte que le comité anticorruption du ministère de la Justice ne soit pas un cadre de trop, en apportant une touche particulière et en travaillant véritablement sur le terrain. S'il y a des dénonciations, qu'effectivement on sente que ces dénonciations sont suivies de faits à travers donc une enquête qui va être menée. S'il y a également des dysfonctionnements, que l'on sente que d'un moment bien déterminé à un autre moment, que ce dysfonctionnement a certainement pris fin ou en tout cas a été diminué de façon drastique. Le nouveau comité de lutte anticorruption entend travailler de concert avec les structures existantes et avec les populations. Il a un mandat de 3 ans renouvelable. Le nouveau bureau de l'association publicitaire associée était hier dans les locaux de la télévision BF1 avec la chaîne au code Nos Défis. Cécile Gouba-Nawon et son équipe entendent tisser un partenariat devant permettre à publicitaires associés de réussir ses missions d'information, de sensibilisation et de plaidoyer. La nouvelle équipe veut assainir le secteur de la publicité au Burkina Faso. Je vous propose d'entendre la présidente Cécile Gouba-Nawon. Le nouveau bureau se compose de 6 membres, et 3 hommes, 3 femmes. C'est la parité que nous voulions pour respecter. Et nos défis actuels, c'est surtout l'application des différents tests. Donc, nous avons le code de la publicité dont le décret d'application a été publié. Donc, nous allons travailler vraiment à ce que ce décret soit appliqué pour pouvoir assainir réellement le milieu et permettre aux publicitaires de vivre réellement de leur métier. Publicitaires associés, c'est une association professionnelle, c'est une association apolitique non confessionnelle et nous travaillons à créer un cadre propice pour les activités des différents membres qui sont les publicitaires. Donc c'est un espace d'expression pour les différents membres des publicitaires associés. Les médias sont nos premiers partenaires et BF1 nous a toujours soutenus, il nous a toujours accompagnés en tant qu'association. Et après les échanges que nous avons eus avec le directeur général, nous sommes encore plus rassurés parce qu'il nous a donné sa parole que BF1 sera toujours à nos côtés pour nous soutenir dans nos différentes activités. Donc ça, il n'y a pas à revenir là-dessus parce que ça nous rassure davantage et nous savons que nous menons une lutte commune. Quand ça va chez les agences de communication, ça ne peut qu'aller au niveau des différents supports dont BF1 fait partie. Donc c'est vraiment une réelle joie d'être là ce soir pour échanger avec le directeur général.
Voilà. Pas de lauréat pour la médaille Thomas Sankara de l'innovation. La deuxième édition, c'était hier à Ouagadougou. Seulement, des attestations de reconnaissance ont été remises à des personnes qui œuvrent dans le social. Le jury a estimé qu'il n'y a pas eu d'innovation méritante cette année. Abdelaziz Saré, Sandrine Zougouri. Pour la deuxième édition de la médaille Thomas Sankara de l'innovation, aucune médaille n'a été accordée. Le jury a estimé qu'il n'y avait pas d'innovation majeure susceptible de repartir avec des médailles. Ce sont donc des attestations de reconnaissance qui ont été décernées à Yacouba Sawadogo pour son initiative contre la désertification et à Don Chab de Batoro et son groupe qui se battent contre l'insuffisance rénale. Il faut dire que cette attestation est la preuve que nos œuvres, nos actions ne passent pas inaperçues. Parce qu'il faut dire que c'est à travers aussi un canal de communication comme les réseaux sociaux que nous avons été découverts par la passerelle depuis l'Allemagne. Voilà, ça fait pratiquement 2 ans que nous le faisons, que moi particulièrement je le fais. Il faut dire que c'est beaucoup, c'est la reconnaissance de l'homme. À travers l'homme, je pense que c'est encouragé et à saluer. La médaille Thomas Sankara de l'innovation est une initiative de l'association La Passerelle en collaboration avec l'agence de communication Vision Parfaite. Elle s'inspire du slogan du capitaine Thomas Sankara « Osons inventer l'avenir ». L'objectif premier de cet événement est donc de récompenser des personnes qui posent des actes allant en droite ligne de la philosophie du père de la révolution burkinabé. Ce trophée s'inscrit dans un contexte où nous voulons susciter, nous voulons que les jeunes innovateurs, les jeunes s'intéressent à l'innovation. Nous voulons que les Burkinabés connaissent les innovateurs, les différents innovateurs de ce pays. Et nous voulons aussi que les Burkinabés sachent ce que ces gens-là font. Nous voulons aller aussi à l'industrialisation parce que nous pensons que nous avons le génie ici, nous avons la matière grise. Le directeur du BBDA qui a assisté à cette remise d'attestation salue l'initiative. Je pense que c'est une initiative noble qui mérite donc le soutien. Cet événement touche à la grande famille de la propriété intellectuelle qui parle de création, d'innovation. Et aujourd'hui, tout le monde sait que le 21e siècle est dominé par l'économie du savoir, l'économie du savoir-faire. Et il est important donc d'encourager nos innovateurs, nos créateurs dans cette pratique-là, afin que des solutions puissent être trouvées pour améliorer qualitativement et quantitativement le niveau de vie de nos populations. La médaille Thomas Sankara de l'innovation est une initiative de la diaspora burkinabé en Allemagne qui entend à l'avenir faire de cette activité un rendez-vous panafricain, voire mondial. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. À 20h15, Eric Soudry vous retrouve pour le journal en langue nationale Moré. Excellent suite de programme sur notre chaîne à 21h. C'est le sport avec John William Somda.